Interaction, bonjour. Chaque semaine, vous pouvez assister, participer et éventuellement suivre vos investissements, puisqu'il s'agit du comité de gestion d'un fonds d'investissement, le fonds Interaction, dont vous voyez le code ISIN, qui vous permet de passer des ordres, en bas de l'écran. Voilà, donc je suis avec Agnès Delors, notre Bonjour Hubert. gérante, et avec Paul Schwarrer, notre stratégiste, on va dire. Voilà, bonjour. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la rubrique Tendance. Alors tendance facialement à la stabilisation. Alors malgré des écarts très très importants d'une séance à une autre, les indices boursiers se sont stabilisés avec un passage qui est le passage des grands indices américains, Standard & Poor's et Dow Jones, pratiquement au niveau ou un peu au-dessus du niveau du début de l'année. On a effacé la moitié des pertes sur les marchés européens. En revanche, surprise, après la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, de la Réserve fédérale cette semaine, Paul, le dollar n'a pas monté, contre l'euro notamment. Le dollar n'a pas monté, effectivement. En fait, on avait l'impression quand même que les banquiers centraux avaient envie de faire, de rééquilibrer, en tout cas du côté de la Banque Centrale Européenne. Je pense surtout que les banquiers centraux ne voulaient pas rater leur discours et laisser l'impression que la déflation pouvait revenir. Donc je crois que le sujet cette fois-ci c'était la déflation, c'était pas tellement... La relance de l'économie. Oui, déflation, relance de l'économie, c'était pas tellement la problématique du dollar. Donc c'est pas la problématique du dollar. Justement, alors vous nous avez amené des graphes qui illustrent le propos que vous venez de tenir. Donc le premier, nous allons voir, attendez une seconde, le refinancement des États. Remontée des taux, la peur de la déflation s'éloigne, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Oui, tout à fait. C'est en fait l'idée de regarder un petit peu ce qui se passe sur le taux de financement des États, le 10 ans. Le 10 ans des États, donc. Voilà, parce que finalement, c'est une maturité qui correspond plutôt au financement, aux émissions qui sont faites par les États, la dette ayant une maturité plutôt de l'ordre de 7 ans quand on prend l'Europe. Donc on y est. Alors, juste en couleur, les couleurs. Les couleurs, en fait, les États-Unis sont en rouge, l'Europe est en bleu, la Chine en orange et le Japon en jaune. Le Japon en jaune, on ne voit pas très très bien, il est tout en bas et c'est d'ailleurs le seul qui soit pas loin du négatif aujourd'hui. Voilà, enfin qui est négatif. Moins 0,10, moins 0,12. Voilà, tout à fait. Et qui est traditionnellement le pays de référence, l'exemple qu'on ne veut pas suivre aujourd'hui quand on parle de... retarder le risque de déflation ou de l'éloigner. Et on voit sur ce graphique, puisqu'on part en 2002, qu'il s'est toujours baladé très 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 en dessous des autres et que c'est pas ça qui a créé ni l'inflation ni la croissance. Tout à fait. Et donc en fait là le sujet était principalement que on parle de remontée des taux. Le point bas sur les taux 10 ans aux États-Unis, il a été fait en juillet 2012 et derrière on a eu en 2013 M. Bernanke. Il est indiqué sur le graphe. Tout à fait, il est indiqué et on a eu M. Bernanke qui a parlé pour dire « je vais arrêter progressivement le quantitative easing » et on est arrivé finalement en fin d'année 2015 avec la première décision de remonter des taux de la Fed par Mme Yellen. On est dans une situation légèrement différente en Europe puisque le point bas avait été atteint en mai 2015 et qu'on se posait la question de savoir si le risque déflationniste ne viendrait pas amener les taux un peu encore en dessous de ce qu'ils avaient été en mai 2015. Il semble que ce risque... Alors le point bas, on l'a touché il y a 3 semaines à mois, dans les deux cas. Et alors, ce que vous vouliez souligner, c'est que le point bas est plus haut que le point bas précédent. Tout à fait, tout à fait. C'est, je crois, la partie importante. Et ça se retrouve dans les taux à 5 ans, qui sont ceux qui servent à financer les entreprises. Et là, on est dans une situation où on a certainement, en Europe, vu dans la période qui vient de s'écouler, les points bas sur les taux 5 ans. Si j'ai un projet, c'est pas la peine d'attendre encore une baisse des taux pour investir, si je suis un industriel. Quelque part, c'était le message qu'il voulait faire passer. Bien, alors donc, graphe suivant. Le graphe suivant, c'est un petit peu de voir en quoi une banque centrale peut intervenir. Alors, juste, ce graphe, il est à l'envers. Oui, tout à fait. Donc, le 0 est en haut, et en dessous, on est en négatif, moins 2, moins 3%. Voilà, tout à fait.
C'est parce que... Donc quoi, plus 2, plus 3%, le zéro est au-dessus du... Voilà, le zéro négatif est est au-dessus du zéro. Donc. Parce qu'en fait, c'est des supports qui sont traités quotidiennement et qui sont traités sans moins le taux. Donc de ce fait, en fait, on a cette vision un peu surprenante. Et donc, on a effectivement une baisse des taux qui s'est mise en place depuis très longtemps. Avec une... Mais donc la flèche qui monte, c'est une baisse des taux. C'est une baisse des taux, tout à fait. On a eu en 1994 une petite ellipse qui pointe ce qu'on appelle le krach obligataire, c'est-à-dire une remontée très violente des taux courts, mais aussi des taux longs, et donc un arrêt de l'économie et d'une très grande peur des marchés. Donc à chaque fois qu'on est dans une situation, et on le voit bien avec la ligne noire en pointillé, quand Bernanke annonce la fin du quantitative easing, les marchés se mettent à se dire, les taux vont remonter et on va avoir un krach obligataire. Alors donc là, c'est les anticipations des taux à 3 mois. Hein, tout à fait. Pour aller vite. Tout à fait. Et on a eu une situation qui, pendant toute l'année 2015, 2014 et 2015, a amené à réviser le rythme auquel serait fait cette remontée des taux. Et donc on a eu, dans l'annonce cette semaine de Mme Yellen, une donnée qui est importante, c'est qu'il n'y aura que 2 hausse des taux cette année. Donc ça veut dire que 0,5%. Ça veut dire, a priori. Tout à fait. Et ça veut donc dire qu'on est bien rentré dans un schéma où le rythme de hausse des taux est lent, la remontée des taux longs sera plus lente qu'il n'avait été anticipé jusqu'à présent. Ça, c'est le traitement, pas de krach obligataire. Alors l'autre peur du marché, c'est la récession, la déflation, tout à fait. etc. Et le point qui est intéressant, c'est qu'en fait, aux États-Unis, les taux, alors ça apparaît sur le deuxième graphe aussi. Alors le graphe... Mais les taux n'ont jamais été en facial, les taux directeurs n'ont jamais été en facial négatif. Alors justement, toute cette espèce de nuage qui est au-dessus, c'est les anticipations à 3 mois, 6 mois, etc. Voilà, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur ce graphe qui a un effet de loupe aux États-Unis, on voit que depuis le début de l'année, on avait eu une très grande inquiétude de déflation et les taux 3 mois à 2 ans étaient revenus à un niveau de 2%, alors que 3 mois avant ou 6 mois avant, ils étaient au-dessus de 3%. Et donc c'est la courbe qui est en bas. Hein, c'est la courbe qui est en bas, tout à fait. Donc en fait, on est vraiment dans un schéma où pendant toute une période, tout le monde a paniqué en se disant c'est à la fois la déflation et finalement la récession. Et ceci, on le voit, a été relativement bien travaillé par la communication des banques centrales, puisqu'on en est sorti aujourd'hui à voir le mouvement. On a tapé le 2 et on est dans l'autre sens. Voilà. Donc vous dites, la peur a été enrayée. Bon, après, la peur a été enrayée. Ça se confirme. Alors on va du côté de l'Europe. On vient tout à fait. C'est le graphe suivant. On vient du côté de l'Europe et là on a la même tendance à la baisse des taux. Et là on voit qu'il y a une différence. Donc c'est toujours les taux à 3 mois et la manière dont les marchés les anticipent dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est cela. C'est cela. Et on voit là un trait noir très important qui pointe finalement le niveau 0. Et là on voit qu'on était dans une situation où en Europe, malgré des annonces de croissance qui étaient plutôt un peu meilleures que celles qu'on avait aux États-Unis où on était en décélération, on avait des taux d'intérêt qui étaient négatifs. Et ça a amené l'ensemble des acteurs à penser que l'économie serait fragilisée par des défauts bancaires, puisque les business models des banques étaient très mauvais. Et donc on a eu toute une démarche de la BCE qui a été d'essayer d'expliquer aux acteurs qu'effectivement, il n'y aurait pas de taux négatif à l'avenir. Donc on est passé à 0, mais on n'a pas franchi en facial le 0, et donc on assiste à quelque chose qu'on voit mieux sur le graphe qui est ensuite, une correction et une hausse des taux. Finalement, parce que... Donc la hausse des taux, c'est quand ça baisse en dessous de la courbe. Hein, tout à fait. On revient vers le 0, finalement, et ça s'est traduit par une remontée des taux 2 ans, qui se stabilise vers moins 0,40. On a des taux à 5 ans qui sont plutôt à moins 0,20. Et on a des taux 10 ans qui sont au-dessus de 0,60. Et on se retrouve donc dans une situation où finalement, ce qu'a fait la BCE, c'est qu'elle est intervenue sur toutes les anticipations de taux directeurs négatifs en les éliminant. Ce qui amène chacun des opérateurs à se dire mais la déflation n'est pas pour tout de suite. Et surtout, les banques ne sont peut-être pas dans la situation aussi dramatique que celle qu'on envisageait au mois de janvier, ce qui veut dire que l'économie pourrait être en mesure de repartir et on a donc une très nette amélioration de la perspective sur les marchés actions. Un dernier mot,
Pourquoi vous avez appelé l'édition de la BCE l'empreinte latine? Parce que quelque part, il y avait, lors de la réunion, une absence à noter de nos amis allemands. Ils ne votaient pas, oui. Ils n'avaient pas le droit de vote. Tout à fait. Et parce que, quelque part, c'est une vision qui est plutôt anglo-saxonne ou plutôt celle de l'empreinte des pays du Sud qui ne sont pas particulièrement rigoureux, dit-on, quand on regarde cela depuis l'Allemagne. Donc voilà, c'était une façon de montrer que peut-être l'économie de l'Eurogroupe, qui est à plus de 50% dans les pays latins, est peut-être traduite par la politique de la BCE, et donc elle est un peu moins booba qu'elle ne l'était précédemment. C'est un point. Juste un dernier graphique que j'ai été pêché chez les stratèges de CPR Asset Management. La question est bonne. Sommes-nous rentrés dans une période de récession des profits? Donc on voit les États-Unis, l'Europe, le Japon et les pays émergents. C'est la tendance naturelle des estimations de bénéfices. Et on voit que depuis presque un an, et peut-être un peu plus, on révise à la baisse sans arrêt. Donc, est-ce qu'on est dans une période de récession des profits? Agnès, peut-être d'abord. On est dans une récession des bénéfices des profits. Je pense que surtout, les entreprises, on n'a pas encore les résultats et le bénéfice de la baisse des matières premières et du Brent, et notamment de l'argent pas cher. On dit 18 mois pour le pétrole à peu près. Oui, je pense qu'à partir du second semestre, on commencera à trouver l'inverse. La courbe va s'inverser. En revanche, à force de réviser à la baisse, les bénéfices 2015 ont été un petit peu meilleurs que ce qu'on avait fini par craindre. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'en 2011, si vous voulez ce qui s'est passé sur les marchés en 2011, on avait des prévisions de bénéfices nettement positives et aucun analyste n'avait révisé les prévisions. Et vous vous souvenez du retour violent des marchés en 2011. Ce n'est pas une critique pour les analystes. Oui, mais bien sûr. Hein, c'est moins mauvais. Paul, moi, je pense sur ce graphique, on va peut-être revoir. Oui, on y reviendra parce que je pense que c'est une des données les plus importantes actuellement. Finalement, dans les pays émergents, la profitabilité est moins grande qu'elle n'était et elle s'est fortement détériorée dans la période récente. Dans les pays occidentaux... Émergents, c'est celle qui est en bas. Donc oui. Dans les pays occidentaux, les schémas sont légèrement différents et c'est aussi la transformation des business models qui fait qu'en fait, il y a de grosses pertes dans certaines entreprises parce que finalement, on efface. On en reparlera tout à l'heure. Une partie de l'activité. Quand Lafarge-Holcim passe pour 2,6 milliards de provisions en francs suisses, ça va vite. On le retrouve sur EDF, on le retrouve sur Engie. C'est des évolutions de business model qui sont très structurantes et qui se retrouvent certainement. Mais surtout, depuis un an, les entreprises, de toute manière, sont en train de réduire leurs coûts pour améliorer leur marge. Donc tout ça, on le verra d'ici. On le verra derrière. Voilà. Bien, nous passons au tableau de bord. Ce tableau de bord. Une variation. Une variation sur le niveau des perturbations, c'est-à-dire que finalement toute la partie systémique qui est représentée par le niveau 1, l'indicateur 1 et l'indicateur 2 est revenu au vert. Alors finalement, les banques centrales ont réussi leur coup. Exactement. D'une certaine manière, pas seulement sur les taux, également sur le... Elles ont impacté la psychologie du marché, et ça se voit d'ailleurs dans tous les indicateurs qui suivent, jusqu'à l'indicateur 8. Finalement, on est presque partout ouvert, sauf dans les corrélations qu'on avait évoquées la semaine dernière. Alors justement, le point rouge, il reste un feu rouge, le momentum microéconomique, le voilà. Le voilà. Finalement, je crois que c'est cette donnée-là qui est la plus importante, c'est que on a besoin de voir un discours de la part des entreprises qu'elles maîtrisent. Alors c'est un peu le même graphe que celui qu'on vient de voir. Hein. Voilà. Il est présenté différemment, mais c'est un peu le même graphe. C'est le même graphe, ça représente exactement la même idée. Et finalement, on a besoin de voir que les entreprises ont une visibilité sur leur avenir et sur leur façon de construire les marges et sur leur façon finalement de distribuer des dividendes aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette publication des résultats 2015, il y a eu deux sortes de dirigeants. Il y a ceux qui ont dit on n'y voit rien et on ne veut rien vous dire. Il y a ceux qui ont parlé ont été plutôt positifs en revanche. Oui, ça a été donc peut-être qu'on est effectivement dans un excès de pessimisme de la part des analystes financiers qui, comme vous dites, ont eu peur d'un effet 2011. Exactement. Je pense qu'on verra ça d'ici le deuxième semestre.
donc sur les résultats des entreprises. Et je pense qu'en fait, la façon dont a communiqué Madame Yellen en disant il n'y aura que de hausse est une réponse à ce graphique-là, qui est de dire je suis conscient qu'il y a une transformation, donc on n'est pas dans les schémas d'avant et on n'ira pas tout casser parce que ça n'est pas possible. Les entreprises ont un tel travail à faire qu'elles ne le supporteraient pas. Bien. Alors, les modes de risque, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on est toujours en mode 3, toujours en incertitude et peut-être toujours de la volatilité. Le voilà, le voilà, le voilà. Donc on voit bien, le mode 3, ça dure depuis un petit moment, mais c'est la notation de Paul. Nous passons aux performances. Performance, on va la regarder tout de suite. Juste un mot, le CAC 40, c'est un CAC 40 à hier soir comparé avec un CAC 40 à vendredi dernier, après une très très forte hausse. Donc, oui, tout à fait. Donc la baisse de 1,1%, elle n'est pas exactement semaine à semaine, puisqu'elle est d'un clôture de vendredi à une clôture de jeudi. Quoi. Exactement. Donc, voilà, donc néanmoins oui, on a eu une bonne semaine puisqu'on ne perd que 0,51 contre un CAC qui perd 1,11 sur ce. On fait un peu du retard. Oui. Avec néanmoins, un marché qui reste extrêmement sensible. On a l'impression qu'on est plus en train de rapprocher des performances de l'une à l'autre. On a des pétrolières dans la plus forte hausse qui doit être du SBF 120 qui doit être Morel et Prom, mais dans les plus fortes baisses ça doit être Vallourec. Donc on s'ajuste toujours. On s'ajuste toujours, mais surtout, on voit actuellement, notamment le message de la BCE, le message de la Fed, et même le message de la Banque du Japon, puisque il ne faut pas oublier que la Banque du Japon a annoncé qu'elle continuerait à baisser ses taux, même à maintenir ses taux négatifs pendant longtemps, et de descendre jusqu'à moins 0,50. Donc, comme dit Mario Draghi, maintenant les banques font leur travail, c'est aux entreprises d'agir. Les banques font leur travail, moi j'aurais tendance à dire, maintenant les banques, elles n'ont plus qu'un boulot qui est de transmettre la politique de la BCE au marché, et donc elles ne feront jamais des bénéfices aussi considérables qu'elles ont fait dans le passé, mais elles feront aussi peut-être moins de bêtises. Oui, mais ce qu'on a vu récemment aussi, il y a eu un rebond des investissements, une hausse des crédits auprès des entreprises. Donc oui. Ça fait du bien. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même une croissance de notre économie qui a été un peu meilleure, je dirais, que prévu, mais il ne faut pas non plus s'emballer pour l'instant. Alors le portefeuille dans les détails, ça c'est la slide suivante. D'abord, nous sommes investis à 90%, mais il y a aussi un peu de cash en trésorerie, donc on est investi plutôt à 87%. Alors, comme on a dit la dernière fois, vendredi dernier, que sur les baisses, on en profiterait pour diminuer un peu notre cash. Donc, ce qu'on a fait notamment jeudi, on a réalloué Alors, on va regarder, c'est l'historique des arbitrages qu'on va regarder. Donc, on en a profité. Voilà. Donc, allons-y. Alors, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Alors, on a rentré un nouveau titre, Siemens, puisque, si vous voulez, notre thème structurant, notamment, c'est la baisse, notamment on joue la baisse de la stabilité des commodities. Donc, et du coup, Siemens, une capital goods, fait partie, notamment, va bénéficier de cette stabilité des matières premières. Et surtout, on joue notamment ces contrats et l'ouverture de l'Iran. Donc, et notamment, je dirais, on joue l'Allemagne par le biais de Siemens. On a renforcé Air France, Nexity, Alten, et surtout on a allégé Capgemini et Veolia. Veolia, je pense que toutes les bonnes nouvelles sont déjà pricées dans... Oui, puisque c'est des nouvelles de gains de productivité, c'est pas des nouvelles de croissance. Non, exactement. Donc tout ça, c'est dans... Et puis depuis le début de l'année, elle fait pas grand-chose. Donc même elle sous-performe par rapport à notre indice. Voilà, il nous en reste un peu plus d'1%. On est équipondéré par rapport à notre indice de référence. Je pense qu'on va continuer au fil de l'eau à la sortir. Et Alten, Capgemini, c'est une question de prix, parce que c'est un peu les mêmes genres d'activités. Oui, mais surtout que Capgemini, on a fait une telle performance dans notre portefeuille, donc on donne un peu plus d'effet de levier en renforçant Alten. On va revenir un peu en arrière. Le portefeuille d'interaction et du CAC avec les répartitions par secteur, si c'est possible. Toc, le voilà.
Oui. Voilà. Donc, on a vu sur la semaine, notamment, là où on fait notre performance, notamment, c'est sur les défensives, parce que Sanofi et Danone ont été pénalisés cette semaine. Sanofi, il ne faut pas l'oublier, ça reste une pharma avec peu de croissance actuellement, et ça, c'était un de nos thèmes de l'année dernière. C'est un titre que nous avons... Oui, c'est toujours notre thème. C'est un titre que nous avons soldé au mois d'août l'année dernière aux alentours de 90 €, et depuis, elle a perdu plus de 21%. L'autre thème où on surperforme, c'est notamment sur les semi-cycliques, comme je vous disais tout à l'heure, notamment avec Thales et Alstom. Et donc Alstom qui vient d'annoncer un contrat pour la ligne 1 du métro du Caire. Et puis JP Morgan qui a renoté son Alstom, estimation. On a eu le sentiment que les analystes avaient un peu de mal à comprendre les effets du split avec en plus des ventes à terme. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas si simple. C'est pas si et simple. Du coup, puisqu'on a parlé de Siemens, on a l'impression, alors bien sûr qu'Alstom n'a plus la même activité, mais qu'Alstom reste quand même très décoté par rapport à ça. Oui, surtout c'est son activité transport. Voilà. Nous, on a... Transport. Voilà, donc, et puis bon, alors c'est vrai qu'elle va sortir de l'indice CAC 40 par rapport à l'effondrement de sa capitalisation. Quelquefois, c'est une occasion d'achat. Oui, exactement. Et puis, on attend surtout cette réunion des investisseurs fin du mois. Donc, et ça fait plusieurs années qu'Alstom n'a jamais communiqué. De mémoire, oui. Maintenant, ils peuvent communiquer. Ils ont une citation financière, ils ont 29 milliards de carnets de commandes. On a allégé d'Alstom. Il y a eu cette fameuse offre publique de rachat partiel, donc on a porté les titres. Donc c'est l'occasion de savoir si à un moment quelconque, on revient à la même. Oui, c'est une bonne question, oui, tout à fait. Et comme elle fait partie de notre secteur des capital goods, qui vont bénéficier notamment, je pense que c'est le secteur à jouer sur l'année 2016. Bien. Et donc après, dans les consos cycliques, donc on a sous-performé, bien sûr, c'est l'automobile qui s'est bien défendu. Donc, ça, c'est la resolvabilisation du consommateur européen, plus 14% sur le marché automobile. Mais c'est surtout sur le marché européen, puisqu'ils perdent. Le marché européen, ils perdent notamment, je pense qu'il y a plus sur le risque sur la profitabilité des secteurs de l'automobile, de ces secteurs-là en Chine, je dirais c'est un risque. Donc, moi, je pense que c'est surtout c'est un risque, mais on n'arrête pas encore une fois, le consommateur européen est en train d'acheter des automobiles parce qu'il a plus d'argent. Parce que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, et puis il y a des avantages, notamment. Et surtout, en la France, en 2 l'Italie, en 3 l'Espagne. Donc ça rejoint le thème des gens qui parlent une langue latine, dont parlait Paul tout à l'heure. En fait, le point qui est intéressant, c'est que les défensives qui sont sous-pondérées, comme les financières qui sont sous-pondérées, cette semaine ont été particulièrement surperformantes par rapport à l'indice et ça nous pointe bien le fait qu'il y a une évolution dans la structure du marché. On va regarder le portefeuille détaillé qu'on a aperçu tout à l'heure. Alors, voilà. Donc regardons en haut et en bas, par exemple. Nous, comme je vous disais, Thales, donc du coup, je dirais, mais Thales surtout. Alors c'est marrant, Safran ça va pas trop bien, Zodiac ça va pas trop bien, mais Thales ça va très très bien. Alors, non, le secteur aéronautique, notamment, je pense que la semaine s'est déroulée avec une crainte, notamment sur l'échange, puisqu'avec les monnaies ont été un peu perturbées et on a vu cette semaine une remontée de l'euro. Donc toute une remontée d'euro pénalise le secteur aéronautique. D'autre part, Safran avec Zodiac, donc il y a des rumeurs. Donc peut-être Safran serait intéressé pour acheter l'activité des sièges Zodiac, mais à quel prix? Ça, c'était un de nos paris depuis 3-4 ans sur Safran. Mais Safran et Zodiac ont un peu le même problème, c'est-à-dire qu'après avoir gonflé les carnets de commandes, on arrive dans la livraison et donc dans l'industriel, et on n'attend pas beaucoup de bonnes nouvelles, parce que autant quand on est dans le commercial, il peut y avoir des bonnes nouvelles, autant là, soit ils respectent leur affaire et c'est très bien, mais c'est un train qui arrive à l'heure, soit il y a une mauvaise nouvelle, et il y a forcément de temps en temps des mauvaises nouvelles dans ce genre parce que, notamment, Safran est dans une période de transition, donc ils avaient déjà annoncé que depuis 2015, ils sont dans une période de transition avec la Chine. Il faut vendre certaines activités, il y a du travail. Il y a du travail, et puis surtout, là, ils se tournent de plus en plus sur l'Inde. Donc l'Inde est un marché compliqué, mais on se rend compte qu'ils ont quand même signé de beaux contrats avec l'Inde. Alors, en bas, on a Orange, qui est une super valeur, donc j'imagine pas que ce soit un drame absolu.
Non, c'est une prise de bénéfice parce qu'elle avait bien monté Voilà. récemment. LVMH, la plus belle performance depuis le début de l'année. Mais ça a été, oui, et puis ça a été surtout l'annonce sur l'industrie de l'horlogerie en Suisse qui a été une année difficile. Et puis Richemont a viré son patron, donc on se demande toujours s'il se passe quelque chose dans le secteur. Voilà, donc je pense que c'est les difficultés aux économies émergentes. D'autre part, on a toujours le titre qui nous pénalise depuis un certain temps, depuis le mois de février, ça a été Wirecard, qui est en train de préparer sa riposte contre Zatara Research. Donc voilà, je pense que quand même ce titre, c'est un pur player sur le e-commerce et notamment sur son exposition des pays émergents. Il faut être sur le e-commerce après. Exactement. Tous ne gagneront pas, mais le secteur sera bon. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Et puis, Rheinmetall qui a été surtout salué pour ses résultats portés notamment par le secteur de la défense. Voilà. Donc, bien. Alors, nous passons à l'actualité des sociétés. Alors, dossier Orange, justement, Orange, on en a, on vient de le voir. Orange, Bouygues, c'est en train de se dérouler. Ah oui, on se demande combien ils vont débourser. Donc il y a SFR qui est prêt à payer une certaine somme, notamment entre 3 ou 4 millions d'euros pour 10 milliards pour acheter certains actifs de Bouygues Télécom. Donc Orange pourrait mettre... C'est bon pour Bouygues et c'est bon pour Orange, voilà. En réalité, peut-être même pour les autres, puisque quand il n'y aura plus qu'un opérateur, on peut imaginer qu'on paye plus cher nos abonnements, à moins quelconque. Je pense que là, on a une stabilité du prix maintenant, donc des abonnements. Donc nos 4% d'Orange, on est relativement tranquille. On est tranquille, et puis après, il y a un effet de levier avec Bouygues, notamment puisque on n'en sait pas plus. Ça va se dérouler, peut-être on a une réponse d'ici la fin du mois, de savoir s'ils acceptent, si Orange rachète la partie Bouygues, on avait vendu la moitié quand on avait vendu la moitié des lignes opportunistes, si j'ose dire. Donc on a un peu plus d'1%. On pourrait renforcer à cette occasion-là. Alors, si vous voulez, c'est un effet de levier qui va être considérable quand même. Donc je pense que pour l'instant, on a pris 1%, mais mettre plus, ça serait mettre trop de risques dans le portefeuille. Bien, alors les valeurs liées à l'énergie, on l'a dit, Total est dans nos performances deuxième contributeur, même si on est... c'est un peu value, c'est l'arrêt à la baisse dont parlait Paul, finalement, on s'est stabilisé. On s'est stabilisé, et puis surtout, ils sont en train d'annoncer, notamment au mois d'avril, une réunion, notamment pour un gel de la production. C'est ça qui a aussi aidé. Oui, l'Agence de l'énergie dit ça se stabilisera en 2018, donc si ça peut être en 2017, ça serait pas plus mal. Exactement. Grosso modo. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau une communication entre les différents pays de l'OPEP et hors de l'OPEP. Je pense que c'est une bonne chose. Bien, le secteur immobilier, donc, qui va pas trop mal. Qui va pas trop mal, notamment, qui bénéficie notamment des nouvelles capacités d'emprunt offertes par la BCE. À partir du moment où les banques ont permis d'ouvrir. Et je pense que si on parle de reprise, de reprise économique, il y a bien un secteur où on doit relancer l'investissement, c'est par le secteur public. Donc on a complété. On complète. Donc voilà. On complète, donc on croit surtout à la reprise de l'investissement public afin de renforcer le potentiel, je dirais, de la croissance à moyen terme. C'est surtout ça. On a du FH, on a du Vinci. Là, on est... Voilà, c'est des concessions aussi, et du récurrent. Donc on joue sur les deux tableaux. Et puis ça distribue, et puis c'est du rendement. Bien, Safran, on en a parlé. Donc Lafarge, cette perte inattendue, est-ce qu'elle était inattendue? Est-ce que quand il y a un nouveau patron... Je ne crois pas, parce qu'en définitive, le marché n'a même pas capté la baisse. Voilà, donc je dirais, le marché s'y attendait. Donc du coup, mais Lafarge a lancé un discours un peu plus optimiste, avec une croissance de ses activités, je dirais, pour l'année 2016 et 2017. Parce qu'évidemment, il bénéficie de la baisse du prix du coût de l'énergie, et dans des proportions considérables, mais il y a des surcapacités toujours. Oui, tout à fait. Et notamment dans les pays émergents, puisqu'ils sont très exposés, nous, on est sortis au moins en Proche-Orient déjà. Non, on n'en a pas. Non, on l'avait vendu, on avait joué notamment avant la fusion Lafarge-Holcim. Donc on avait capté et puis il ne se passait plus rien. Du coup, on a décrété de la sortir.
Bien, écoutez, je crois qu'on a fait un grand tour. Donc Siemens, c'est l'opération de la semaine. C'est l'opération de la semaine. On veut surpondérer l'Allemagne. C'est jouer la stabilisation des commodities. Et puis, c'est vraiment, je dirais, on joue le début d'une reprise de la croissance, surtout libellée en dollars. Donc, c'est surtout ça. Et puis, c'est une stabilité, bénéficier d'une stabilisation des dépenses de production. Et la valorisation est attractive. Elle distribue aussi un joli dividende. Et elle a annoncé de bons résultats sur son premier trimestre. Donc moi, je remarquerais qu'on s'est réexposé sur l'Allemagne, mais je pense que c'est quand même la France et l'Italie qui ont les réformes structurelles devant elles, qui ont plus de potentiel. Pas dans les 8 jours qui viennent. Oui, bien sûr. À terme, et l'Italie notamment, d'autant que ça a un peu... Ça a plus morflé, baissé depuis le début de l'année, parce que ça avait beaucoup je sais que vous aimez beaucoup l'Italie. Et moi, je pense qu'il y a un Premier ministre extraordinaire. Je pense, mais pour moi, on regarde les sociétés italiennes, c'est d'une complicité d'analyser un titre italien, donc même en regardant Fiat, c'est très compliqué. Déjà, parce qu'on n'y comprend rien. Unicredit, on y comprend. Il y a une banque qui est à moitié en faillite, là, qui est la Banque Populaire de Milan. Exactement, donc pour moi, pour l'instant, c'est... Mais c'est l'économie italienne qui est très intéressante et qui, effectivement, a fait des réformes. Donc ça va forcément payer. Elle a fait des réformes et, d'autre part, la situation d'amélioration du bilan des banques devrait profiter. C'est-à-dire qu'effectivement, on leur demande de ne pas faire de bêtises. Et bon, ça se sent, Paul, vous devez surveiller ça, dans les écarts de taux, les spreads, comme on dit, entre la dette italienne et les dettes allemandes et françaises. Effectivement, on a eu une convergence qui a été faite et on aura certainement une convergence. Mais on peut jouer l'Italie sans acheter des valeurs qui a des bilans italiens. Exactement. Il y a une donnée qui est assez amusante, et je la cite parce qu'on ne l'a pas nécessairement en tête, c'est qu'en glissement sur un an, la production industrielle a plus progressé en France pour la première fois depuis 2001, ce mois-ci, qu'en Allemagne. Voilà. Non, mais c'est forcément le mauvais élève a plus de potentiel de rattrapage que le bon. C'est exactement ça. Et ça, c'est en bourse, ça se joue à certains moments. Et à certains moments, au contraire, il faut jouer totalement la qualité. Bien, ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Agnès et Paul. Merci à Zoé Borneau pour avoir retransmis cette émission. Et donc, à la semaine prochaine.